Et en Afrique, le continent le plus riche du monde, avec les peuples les plus pauvres, si on fait la même chose, s'il y a des Chavez, 1, 2, 3, 10 Chavez dans le monde arabe et en Afrique, c'est terminé la domination des multinationales sur le monde, c'est terminé la domination des États-Unis. Donc évidemment, on ne peut pas parler de ça. Le peu que j'ai vu de votre presse télévisée ou écrite m'a fait donner l'impression, bon, ça va, je l'ai déjà vu, c'est la même chose partout dans le monde. Et c'est hallucinant de voir que ces gens ne peuvent parler que de Chavez qu'en mal. C'est vraiment une guerre médiatique hallucinante. Et jamais on ne va vous dire les choses fondamentales que je viens de dire, à savoir qu'il rend l'espoir à son peuple, il rend l'espoir aux latinos, il change les règles du jeu entre les riches et les pauvres. Donc il est dangereux ce type. Il faut absolument le diaboliser et l'abattre. On a essayé de le tuer, on a essayé de lui renverser un coup d'État. Maintenant c'est un coup d'État médiatique. Donc ça c'est la terreur des États-Unis, qu'il y ait un Chavez arabe et que les règles du pétrole changent. Pourquoi c'est tellement important la question du pétrole? Pour deux raisons. La première, les bénéfices énormes que ça procure, bien entendu. Et la deuxième, c'est une question de rivalité, de concurrence mondiale. Les États-Unis sont une économie en déclin, mais quand même forte, en rivalité, en guerre économique en fait, avec l'Europe, avec la Russie, avec la Chine, et avec les puissances du Sud, bien entendu. Il faut absolument que le tiers-monde ne puisse pas disposer de ses richesses et faire comme au Venezuela et dans quelques pays un projet de développement indépendant. Il n'a pas le droit d'échapper à l'aide généreuse, c'est-à-dire au chantage de la Banque mondiale, du FMI et des multinationales. Il faut rester à genoux. Donc deux raisons pour lesquelles les États-Unis veulent absolument garder le contrôle de la richesse du pétrole et des autres richesses. Et donc, ça explique le titre que nous avons donné à ce dernier bouquin, La stratégie du chaos, impérialisme et islam. Les États-Unis considèrent qu'il y a une sorte de arc islamique, ça, directement, ça fait peur. Et l'arc islamique, c'est non seulement le Moyen-Orient, la Méditerranée, mais c'est aussi des pays de la Corne de l'Afrique, donc à l'est, à la pointe, qui est vers l'océan Indien, Somalie, Soudan, et puis c'est aussi des pays comme l'Afghanistan et le Pakistan, en Asie. On va en parler là tout de suite, mais d'abord deux mots sur la question du Moyen-Orient, bien entendu, qui est décisive pour contrôler les principales richesses pétrolières du monde. On a besoin de deux choses. On a besoin d'Israël, le flic du Moyen-Orient, le flic du pétrole. Et donc, c'est un État complètement discrédité au niveau international. Seul le veto des États-Unis le sauve de la condamnation régulièrement. Et c'est un État en faillite qui ne survit que par l'aide des États-Unis et de l'Europe. Donc on a besoin d'Israël, on a besoin de l'Égypte, on a besoin de l'Arabie Saoudite, qui sont là comme les gendarmes du Moyen-Orient, avec chacun son rôle. Alors dans le bouquin, on analyse justement le cas de l'Égypte, qui est intéressant. Personnellement, à l'école, j'avais une vision très limitée de l'Égypte, les pyramides et puis voilà, et le canal de Suez. Et ce que j'ai découvert en écoutant Mohamed Hassan, qui est un des meilleurs connaisseurs du monde arabo-musulman actuellement, c'est qu'il y avait une histoire cachée de l'Égypte extrêmement intéressante. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Mohamed Ali? C'est pas le boxeur, c'est un autre, c'est vers 1820-1830, et bon, tranquillisez-vous, moi non plus, j'en avais pas entendu parler, et pourtant on aurait dû nous en parler à l'école, parce que c'est un sultan là en Égypte, qui dépendait théoriquement de l'empire turc-ottoman, mais il était en déclin et contre les plus grandes choses, et donc, vers 1820-1830, il lance un projet très original de créer un État moderne, avec une agriculture moderne, donc on aide les paysans, on les aide à stocker leurs céréales, etc. Ça c'est vraiment étonnant à l'époque. On crée une armée moderne aussi, l'Égypte venait d'être visitée, je vais dire, par Napoléon, donc ça avait donné des idées, et Mohamed Ali, il veut créer une armée moderne pour, et d'ailleurs il va le faire, envahir une série de pays, il va aller très loin, vers le sud, vers la Palestine, vers l'ouest, donc créer un nouvel empire en fait. Et puis la troisième mesure révolutionnaire, on va dire, de ce bonhomme, c'est qu'il crée aussi, 1825-30,
une industrie moderne avec une métallurgie, une sidérurgie, 1830. À ce moment-là, il y a ça en Angleterre, c'est un peu en Belgique, il n'y a même pas ça en France et dans d'autres pays, parlons pas de l'Allemagne ou de l'Italie, donc c'est étonnant. Et ce projet de créer un grand empire arabe, capitaliste, moderne, va évidemment être brisé par le colonialisme britannique, qui ne veut absolument pas qu'il y ait là un empire qui puisse le contester. Pour les Britanniques, l'Égypte et le canal de Suez, enfin le futur canal de Suez, pardon, mais l'Égypte c'est déjà la voie qui mène vers leur grande colonie des Indes, qui leur apporte déjà beaucoup plus que les usines en Angleterre avec l'exploitation épouvantable décrite par Marx. Donc l'Égypte c'est vital, mais ils ne veulent absolument pas que l'Égypte se développe. Donc on a brisé Mohammed Ali, après l'Égypte va stagner, elle va renaître avec Nasser qui développe le projet d'une Égypte indépendante. Lui aussi, il veut faire une économie autonome, on va dire, et c'est frappant de voir que sous Nasser, on était arrivé à ce que l'Égypte, elle était productrice de céréales et elle en importait, pardon, seulement 10%. Et maintenant, avec les traîtres Sadat et Moubarak et la domination des États-Unis, l'Égypte est un pays qui importe 80% de ses céréales. Donc, totalement dépendant du Nord. On a toute l'affaire Moubarak, évidemment, c'est la question, est-ce que les États-Unis vont garder le contrôle de l'Égypte, qui est le pays stratégiquement, intellectuellement, politiquement au cœur du monde arabe, entre l'Ouest et l'Est, et qui est le pays majeur, on va dire, du monde arabe pour protéger Israël, donc des milliards de dollars d'aide militaire pour sécuriser ça, avec maintenant une stratégie évidemment de remplacer Moubarak. On essaye d'abord le numéro 2, puis le numéro 3, puis ça ne marche pas. Les frères musulmans, ou en tout cas leur direction, on les agite comme un épouvantail, mais en réalité, en coulisses, c'est bien arrangé, qu'ils sont totalement d'accord avec le programme néolibéral des États-Unis. Et donc on va essayer de duper cette révolution, mais comme l'explique Samir Amin dans le livre Israël, parlons-en, une révolution, pardon, en Égypte, c'est une affaire de longue durée. Il ne faut pas juger ça sur un an ou deux. C'est un phénomène qui va prendre longtemps et ce n'est pas dit que le peuple égyptien va se faire avoir. Il faut rappeler que ce qui a mis Moubarak à la porte, ce n'est pas quelques messages sur Facebook, bien que ce soit important, c'est les grèves des ouvriers dures, longues, qui mettaient le capitalisme, enfin le petit capitalisme égyptien à genoux. Et donc ses copains ont dit oh Moubarak, maintenant tu dégages parce que tu nous mets en danger. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas se laisser renvoyer à la maison aussi facilement, même si on essaye tout pour les duper. Le bouquin dont je parle là, il analyse en fait une série de pays, l'Iran, la Turquie, la Libye, la Tunisie, pour voir d'une part l'impact du colonialisme européen, parce que ça on n'en parle jamais, alors qu'on ne peut pas comprendre le présent si on ne connaît pas le passé. Mais il analyse aussi les stratégies actuelles des États-Unis et de la France pour garder la domination de ces pays-là. Et rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de chacun des pays, mais il y en a un quand même dont je voudrais dire deux mots, c'est l'Arabie Saoudite. Je crois qu'on n'en parle pas du tout de ce pays et c'est vraiment dommage. Je ne sais pas si ici, dans vos médias, vous avez de grandes campagnes sur le thème « Il faut mettre fin au régime intolérable de l'Arabie Saoudite ». Chez nous, en tout cas, il n'y a pas ça. Et pourtant, il y aurait vraiment, à mon avis, des justifications pour lancer des campagnes médiatiques comme ça. L'Arabie Saoudite, si vous êtes une femme et que vous prenez le volant, en prison. Si vous êtes une femme et que vous allez à l'hôpital sans votre mari, en prison aussi. Il y a quelques années, un pensionnat de jeunes filles prend feu et la direction décide que les jeunes filles n'ont pas le droit de sortir parce que c'est la nuit, elles ne sont pas voilées, les pompiers sont des hommes, donc il y aura 15 jeunes filles qui vont périr à cause de ça. Avec toute une police politico-religieuse qui est là pour quadriller et terroriser la population, pendant que c'est bien connu, les souverains et l'élite boivent du whisky et se tapent des bonnes femmes sans problème. L'Arabie Saoudite, c'est un pays où il n'y a pas de constitution. Et d'ailleurs, le nom Arabie Saoudite, ça devrait faire réfléchir. C'est le nom d'un type. Saoud, c'est une famille. Ça veut dire que c'est un pays qui appartient à un bonhomme. Et vous êtes pas, il n'y a pas de constitution parce que vous n'avez pas de droit comme citoyen. En fait, vous appartenez à ce bonhomme. Donc, c'est quand même, bien entendu, syndicat interdit, esclavage des travailleurs immigrés qui sont là pour faire le sale boulot.